Je commence tout par ce documentaire. Depuis toujours, l'être humain sait qu'il tient une place spéciale dans l'univers. Ça va quoi, Yano, frère? Centre du monde, Alhamdoulilah, on est joyau là, de frère. l'évolution. Installe-toi, ce soir c'est mardi de la culture. Ce soir c'est mardi de la culture. Ce soir on essaye d'apprendre le plus. En fait, je me dis qu'impossible, il n'y a aucune créature qui vit outre la Terre, ma gueule. C'est sûr, il y a des trucs de fous qui existent. Et moi, ça me choquerait même pas qu'il y a des. Il y a un truc qui parle la même langue que nous, frère. Pas le Télescopes connectés à la NASA qui ont été créés par des francs-maçons et ce documentaire a été financé par des Rothschild. Vous connaissez toutes les planètes du système solaire ou pas? Attends, moi j'ai les planètes que je connais. La planète Terre, Mars, Saturne, Uranus, Platon, Uranus, Platon, Vénus. Et c'est tout ce que je connais, je crois. Attends. Terre. Quoi, Platon, c'est une Terre, non? Pluton, c'est Pluton. 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 Du coup, Terre, Mars, Pluton, Vénus, Uranus, Saturne. Il m'en manque une. Il m'en manque une. Euh... Vénus. Sa mère, de toute façon, ça n'existe pas. Jupiter, Zbi, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, dans l'ordre, et Pluton, les plus. Il n'y a pas Vénus comme planète? Ah, mais si, merde, je suis con. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus. Mais Neptune, c'est pas un dieu grec? Bref, ébloui par le montage, on dirait un film. Moi, il y a vraiment un truc qui me choque et qui me fait peur, c'est de se dire, ok, maintenant on est présent sur Terre, on vit et tout, etc. Mais de se dire que même dans, allez, 100 ans, 120 ans, personne va se rappeler de nous, frère. Personne va se rappeler de nous. Wesh, on est insignifiant dans le monde, ma gueule. À tout moment, même nos petits-enfants vont pas se rappeler de nous. Je vous jure que ça me choque. Bizarrement, on fait notre vie, on se croit, on peut être connu, etc. Dès qu'on va crever, personne va se rappeler de nous. On est des merdes. Une semaine après notre mort, ah, c'était qui lui? Ah, c'est ok. Personne va se rappeler de nous. Je me dis, je sais pas, imagine, on réussit à être connu, on réalise nos objectifs, etc. Tu vois. Mais même si on devient connu et on crève, personne se rappellera de nous, frère. Je pense, allez, un mec comme, par exemple, Kémis, il est en prison. Frérot, d'ici un an, personne ne va se rappeler de lui. Non, j'ai pas la ref. Aussi, c'est de se dire, la création de la cinquième République, c'était pas il y a si longtemps que ça, frère. Attends, c'était en quelle année la création de la cinquième République? Attends. Ouais, frère, c'est trop. Attends, ça, je la garde pour après. Euh, Cinquième République. Frère, en 1958. C'est dingue de se dire. Attends, comme ça pour le clip, c'est mieux. C'est dingue de se dire que la création de la cinquième République, c'était en 1958. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, frère. C'est choquant de se dire que l'humain a autant évolué en moins de 100 ans. C'est dingue, ça me choque. Frère, il y a nos grands-parents, ils ont peut-être connu la cinquième République. La création de la cinquième République, c'est choquant. Ils n'avaient pas de téléphone, pas de rien. C'est choquant de se dire qu'on a évolué en si peu de temps. C'est dingue. Par exemple, aussi, il y a un truc qui est pour moi, c'est sûr. C'est sûr, il y a des civilisations qu'on ne connaît pas sur Terre
et qu'il y a même des pays ou des continents qu'on n'a pas encore découverts. Pour moi, la Terre est plus grande que ce qu'on croit, frère. C'est sûr, il y a des gens, ils savent même pas qu'on existe, ils savent même pas c'est quoi une voiture. Même nous, on sait pas qu'ils existent, ces gens-là, tu vois. Pour moi, il y a encore un continent caché, c'est sûr. Pour moi, la Terre, c'est beaucoup plus grand. C'est sûr. Aussi sera jamais oublié. L'homme est une espèce exceptionnelle, unique, au sommet de l'évolution. Mais a-t-il seulement une idée de ce que représente sa place dans l'ensemble de l'arbre du vivant? L'homme s'est lui-même classé parmi les mammifères. Un mammifère comme le gorille, l'éléphant, la musaraigne ou même la chauve-souris et l'orque. Il y a plus de 5000 espèces de mammifères. En vrai, ouais, pourquoi pas. Faudrait juste que je fasse quelques cuts sur des trucs et tout, et je suis chaud. Et 10 fois plus d'espèces de vertébrés qui comprennent aussi les oiseaux, les reptiles, les amphibiens et les poissons. L'homme ne représente alors qu'une espèce de vertébré sur près de 70 000. Une seule feuille dans un bien grand arbre. Mais les vertébrés ne sont pas les plus nombreux sur Terre, loin de là. L'homme a déjà identifié 5 fois plus de plantes et 20 fois plus d'invertébrés. Vas-y. Rien que pour la famille des scarabées, on connaît plus de 300 000 espèces. On estime qu'il y aurait sur Terre entre 7 et 100 millions Par contre, d'espèces. il y a un truc, on s'en rend pas compte. Un humain, ça lui fait pas de mal de tuer une chauve-souris, par exemple. Une chauve-souris, astaghfirullah. Un moustique. Un humain, ça lui fait pas de mal d'écraser une fourmi. Genre, il s'en fout. C'est comme s'ils n'existaient pas pour nous, tu vois. Genre, demain, on va voir une araignée dans notre douche, on va la buter. On s'en bat les couilles. Différentes. Mais les espèces vivantes, ce ne sont pas seulement les animaux, les Vas-y, plantes et les champignons. Et si l'on considère également les bactéries, les virus et tous les autres organismes unicellulaires, l'équivalent de leurs espèces pourrait alors atteindre les 1000 milliards. Une multiplication par des milliers du nombre d'arbres de vie. Si on prenait une espèce au hasard sur Terre, les chances de tomber sur l'être humain seraient bien minuscules. Vas-y. Depuis ses origines unicellulaires, la vie s'est diversifiée en un nombre incroyable de branches, de genres et d'espèces, dont l'homme commence seulement à entrevoir la diversité inouïe et qu'il ne pourra probablement jamais répertorier totalement. Et dans cette immense forêt se trouve une feuille qui se pense centrale, alors qu'en toute objectivité, elle est pour le moins insignifiante. D'ailleurs, j'ai vu Les un truc, je sais pas si c'est vrai. La dernière fois, je me baladais sur Twitter et tout. Et à ce qui paraît, c'est plus 8 milliards. Les chiffres ont été faussés et à tout moment, on est à presque 10 milliards sur Terre. Ce qui me choque, c'est qu'il y a plein d'animaux, plein d'espèces qui sont plus fortes que nous sur Terre. Normalement, ils nous baisent. Et c'est quand même nous au plus haut de la chaîne alimentaire. On les chasse, on les mange. On pêche un poisson, on le mange. Un requin qui est censé nous bouffer, on peut le mettre dans notre assiette, on le mange. Une girafe, elle peut rien faire contre nous. Et on est vraiment des haggars. C'est vrai. L'humain, c'est vraiment un haggar. C'est ça la signification de l'humain. On est vraiment des haggars. On est des gros gros haggars. C'est sûr, c'est sûr, sûr. Moi, les hommes chasseurs, on est intelligence.
Est-ce qu'on est l'être le plus intelligent? Ça la question. L'homme n'est peut-être pas le plus grand, ni le plus fort sur Terre, mais c'est le seul à avoir développé l'intelligence. Un cerveau exceptionnel qui lui permet d'anticiper, de comprendre, d'inventer. Un cerveau qui lui confère une supériorité indiscutable. Mais qu'est-ce qui définit vraiment l'intelligence? Est-ce la capacité à résoudre des problèmes complexes? À ce jeu-là, les corbeaux se débrouillent plutôt bien. L'utilisation d'outils alors. Il n'y a pas que les singes ou les oiseaux qui en utilisent. Les poulpes, qui en plus de leur cerveau principal, possèdent un cerveau indépendant dans chaque bras, sont capables de prouesses insoupçonnées. Du coup, on est plus intelligent, ouais. Le langage, voilà une spécificité bien humaine. En fait, non. La majorité des animaux communiquent de manière complexe. Les abeilles peuvent expliquer précisément où trouver quel type de fleurs, en dansant. Les grands singes comprennent la langue des signes et peuvent même la transmettre à d'autres. Ils ont aussi des capacités de calcul mental comparables aux jeunes enfants. Même les plantes communiquent entre elles. Les acacias peuvent prévenir chimiquement leurs voisins lorsqu'ils se font manger. Un avertissement leur permettant de sécréter à temps des toxines dans leurs feuilles. Que reste-t-il aux humains qui leur soit propre? La conscience de soi? La mémoire à long terme? L'empathie? Le jeu et l'humour? Ces critères d'intelligence ont tous été observés à maintes reprises chez de nombreuses espèces, des plus évidentes aux plus inattendues. Même la créativité de l'être humain doit être relativisée. Des centaines de milliers d'années avant même l'apparition des humains, les fourmis avaient déjà inventé l'agriculture, l'élevage, les classes sociales, le travail à la chaîne et les réseaux de communication. Si l'on y regarde de plus près, nombre des inventions humaines ne sont en fait que de pâles copies du monde vivant qui l'entoure. Finalement, alors qu'il ne parvient même pas à définir l'intelligence des espèces qui l'entourent, la supériorité du cerveau humain ne serait-elle pas insignifiante? Ça me choque, voilà. En fait, je sais pas quoi dire, c'est juste magnifique, frère. Des fois, faut juste se taire Si l'homme ne se et distingue applaudir, ni par ma sa gueule. domination, ni par ses performances, ni par son intelligence, il lui reste néanmoins une certitude indiscutable, celle de sa propre identité, inaltérable et incompromise. Mais au risque de le vexer, l'homme représente plutôt une collection d'espèces cohabitant dans la plus parfaite des Je te jure. collaborations. L'humain fonctionne grâce à des dizaines de milliers d'êtres microscopiques, sur et dans son corps, et sans lesquels il ne peut tout simplement pas vivre. Même propre, toute la surface de sa peau est couverte d'un tapis d'animaux microscopiques, de champignons et de bactéries, qui agissent comme un bouclier protecteur contre les infections. Et son odeur corporelle, si individuelle, si personnelle, n'est autre que celle de son mélange bactérien particulier, dans une sueur autrement inodore. Au plus profond de son être, le mélange de bactéries intestinales est lui aussi propre à chaque personne. Mais elles ne font pas que permettre sa digestion. Elles influencent également sa santé plus globalement, comme un second cerveau. Elles façonnent aussi ses comportements, ses humeurs, et jusqu'à ses goûts et sa personnalité. Les micro-organismes du système digestif sont... En fait, c'est choquant de se dire qu'il n'y a aucun humain qui se ressemble. Que ce soit intérieurement ou extérieurement, frère. C'est choquant de se dire qu'on est tous différents. Ça me choque à chaque fois. C'est dingue, c'est incroyable.
extrêmement nombreux. 100 000 milliards, soit 10 fois le nombre de cellules d'un corps humain. Même ses propres cellules ne sont pas aussi purement humaines qu'ils ne le pensent. Au fil de l'évolution, des bactéries ont été intégrées, domestiquées et naturalisées pour finalement ne plus quitter l'intimité des cellules humaines et devenir essentielles à leur fonctionnement. Et même à l'échelle la plus intime, celle de ses propres chromosomes, l'intégrité de cette humanité est remise en question. C'est vrai. Depuis la nuit des temps, l'homme a régulièrement incorporé dans son génome des centaines de gènes étrangers. Au total, il s'agit de plus de 100 000 fragments de virus, soit 10% de l'ensemble du génome humain. Finalement, l'humanité dans son intégrité même n'est rien d'autre que le fruit d'une immémoriale collaboration interespèces. Dès lors, toutes les prétentions de l'homme par rapport aux autres espèces apparaissent aussi inappropriées qu'insignifiantes. L'humain n'est pas le centre du monde. Perdu au fin fond du cosmos, il partage une planète anodine avec des millions d'autres espèces, toutes uniques et fascinantes, dont il dépend entièrement pour son bien-être et pour sa survie. Poussière dans cette immensité, l'être humain ne semble pas si exceptionnel. Et pourtant, en suivant sa propre voie, l'humain a maîtrisé les éléments, repoussé ses prédateurs, combattu la faim et la maladie pour survivre, puis s'épanouir, et enfin conquérir. Il a inventé la philosophie, l'art, la science. Il a développé l'altruisme, changé d'échelle la portée et le volume de sa communication, de ses échanges et de sa réflexion. Il s'est imposé des valeurs, une morale, une éthique. Progressivement, il a aussi inventé la religion, le commerce, la politique, mais également la discrimination, la haine et la torture. Il a développé le consumérisme, la destruction des terres et des mers, l'exploitation des autres espèces en même temps que de la sienne. L'homme a réussi la prouesse de souiller les plus On est hauts des sommets bons du fils de monde pute. et les plus profonds océans, l'intérieur des espèces et l'extérieur de sa planète. Chaque minute, il donne naissance à 250 bébés et produit 4000 tonnes de déchets. Tous les jours, il produit 240 000 voitures et annihile 400 espèces vivantes. Chaque année, il laisse mourir près de 9 millions d'enfants de moins de 5 ans et détruit 13 millions d'hectares de forêt. L'homme semble privilégier la croyance au savoir, l'avoir à l'être, et l'image du bonheur au bonheur lui-même. Il se pense maître de tout, mais ne se maîtrise pas. Il est la seule espèce à avoir développé la capacité de détruire son propre environnement sans avoir développé la sagesse de ne pas le faire. L'humain, si précoce, est encore immature, capable du meilleur comme du pire. Parviendra-t-il à l'âge de raison avant d'avoir brûlé sa propre maison? Cette question est tout, sauf On est des merdes. insignifiante. On peut qu'applaudir, frère. On peut qu'applaudir. Paris, 1940. Dans la France occupée, une nouvelle émission est lancée sur les ondes de Radio Paris. Intitulée « Ah, la belle époque », elle célèbre, à travers chansons et témoignages, une France de guinguettes et de mondanité parisienne, conforme à la vision idéalisée et pittoresque que les nazis se font du J'aime pays. beaucoup cette chaîne. Le terme belle époque, apparu timidement dans les années 30, se diffuse alors largement, avant de s'imposer durablement dans les années 50. C'est un exemple parfait de chrononyme, le nom donné à une période historique postérieurement, par la vision que s'en font ceux qui forgent l'expression.
Tout comme les 30 glorieuses ou les années folles, la Belle Époque cache en réalité une situation plus complexe et nuancée que son surnom le laisse supposer. Cette période, qui s'étend de la fin du 19e siècle à 1914, est celle d'une société en pleine mutation. Progrès technique fulgurant, réduction des distances, essor des loisirs et du sport, mais aussi consommation de masse, caractérisent ces temps. Les frontières sociales se brouillent dans les cafés, les cinémas ou les stades, tandis qu'un optimisme tenace nourrit la foi dans le progrès et l'avenir. Mais cette dynamique s'accompagne aussi d'inégalités persistantes et de certaines craintes face à cette accélération brutale du cours de l'histoire. Revenons sur la Belle Époque et observons les raisons qui font de cette période un âge d'or quelque peu fantasmé d'une France idéalisée. À la Belle Époque, une montre à gousset ouvragé ou un bijou discret permettait de se distinguer lors des soirées mondaines. Ce goût du détail, témoignage d'un certain raffinement, trouve son prolongement aujourd'hui dans les créations du partenaire de cette vidéo. Les soirées mondaines, hein. Les soirées mondaines dirigées par les francs-maçons. Par les Black Rock, on sait très très bien. Holzkern. Holzkern est une jeune entreprise autrichienne qui propose toute une gamme de... Oh, tranquille. Le 14 avril 1900, l'exposition universelle de Paris est inaugurée en grande pompe. Pour la France, il s'agit de briller et de surpasser les précédentes éditions de Chicago et Bruxelles, qui avaient stupéfié le monde occidental. Pendant 7 mois, Paris se couvre... C'est dingue de se dire que maintenant... À l'époque, Bruxelles a choqué le monde entier. Maintenant, Bruxelles, c'est vu comme une ville de craquettes où on mange que des sandwichs hamburgers, ma gueule. Ça me fout la haine. Alors que j'assure que Bruxelles, c'est vraiment une belle ville. Faut venir visiter Bruxelles. Bruxelles, c'est beau, hein. Bruxelles, ça se limite pas à ce qu'on voit, frère. C'est incroyable, Bruxelles. En plus, on mange bien à Bruxelles. C'est pas ce qu'on fait croire. On mange très très bien à BX. On va te faire foutre, Aiken. de palais éphémères grandioses, reliés par trottoirs roulants et escaliers mécaniques. La première ligne de métro, qui relie la porte de Vincennes à la porte Maillot, est inaugurée en juillet. Elle permet de desservir le lieu où se déroulent les deuxièmes Jeux Olympiques de l'ère moderne. 4 millions de passagers seront transportés en 6 mois. De nombreuses attractions amusantes sont proposées durant l'exposition. Un aquarium plus vrai que nature ou une expérience immersive sur un bateau avec effet de vent et lumière. Le Palais de l'Optique impressionne les spectateurs pour ses nombreuses activités ludiques, avec comme clou du spectacle la plus grande lunette astronomique du monde. L'innovation scientifique est au cœur de l'exposition. On peut y croiser les premiers fabricants d'automobiles dans un pavillon dédié, comme les frères Renault ou Armand Peugeot. Le cinématographe, déjà bien répandu, y a son espace. De nouvelles industries sont en train de naître. Au cœur du dispositif, l'innovation qui va bouleverser nos vies et nos comportements. La maîtrise de l'électricité. Sur le champ de Mars trône le palais de l'électricité, qui la nuit s'illumine de 500 lampes à incandescence et projette des faisceaux lumineux dans la nuit parisienne. Pour les 50 millions de visiteurs qui ont parcouru les chemins de l'exposition, ce spectacle est annonciateur d'espoir. Mais cette vitrine du progrès résulte d'un long apprentissage, fruit de 30 ans d'efforts et de crises surmontées. Après la défaite face à la Prusse en 1870 et la Commune de Paris, la Troisième République se stabilise lentement. La vie politique est dominée par deux courants. Les opportunistes, autour de Ferry, qui consolident la République par l'ordre, l'école et la colonisation. Et les radicaux de Clémenceau, qui militent pour la laïcité, la justice sociale et une démocratie plus égalitaire. Les gouvernements, souvent constitués des mêmes têtes, s'enchaînent, plus de 40 en 30 ans, et sont souvent au cœur de scandales de corruption qui nourrissent l'antiparlementarisme, ce qui mène à la crise boulangiste, une menace de coup d'État finalement avortée. Une série d'attentats anarchistes balaye le pays dans les années 1890. Une bombe explose à l'Assemblée. Le président Sadi Carnot est assassiné en 1894. Les lois dites scélérates. Merci pour l'oreille. Des milliers de mythos. Donc ce soir, il y a des milliers de mythos. Merci pour follow. Ça ou quoi? Sont votés et donnent un large pouvoir de censure et d'arrestation qui permettent de mater les oppositions. À la veille de 1900, la République est stabilisée et un consensus s'impose. Malgré leurs divergences, les dirigeants politiques... Par contre, je vous jure, qu'est-ce qu'ils avaient trop de flow à l'époque, frère. C'est trop. Le flow, il se baladait partout. Tu sors, il y avait du flow, ma gueule. Mais le contraste entre le concept et le live. qu'ils soient opportunistes, radicaux ou conservateurs, partagent avec les élites industrielles et financières un même cap, la stabilité par l'ordre, la croissance économique et la foi dans le progrès technique. L'économie libérale devient le ciment du régime.
Cette alliance entre monde politique et économique scelle la victoire de la bourgeoisie. Pour les possédants, la Wesh, ça me fume. Ça c'est follow, ça vu, j'étais un sale arabe, ça c'était follow. fin du siècle ne fut pas aussi faste qu'espéré. Depuis 1873, le monde vivait une longue déflation. En France, les grandes industries subissaient la concurrence étrangère et un essoufflement de l'innovation, tandis que les prix agricoles chutaient sous l'effet de la surproduction. À partir de 1896, la situation s'inverse. Le commerce repart, la demande intérieure se redresse. Aux secteurs anciens, mines, textiles, sidérurgie, s'ajoutent les nouveaux domaines de la seconde industrialisation. Aluminium, colorants chimiques, automobile, puis, à partir des années 1910, aéronautique. Le secteur bancaire accompagne cette transformation. Les grandes maisons comme le Crédit Lyonnais ou la Société Générale financent les industries d'équipement, tandis que les banques régionales et coopératives soutiennent le petit commerce et l'artisanat. L'État stimule l'activité par des grands travaux et des commandes publiques. Métro, électrification des tramways, développement des réseaux télégraphiques, doublement des voies de chemin de fer ou construction de centrales électriques. Certains secteurs stratégiques sont repris en main, comme la poste, le télégraphe et la téléphonie, les PTT, en 1908. Même si la France reste en retrait industriel face à l'Allemagne et aux États-Unis, son économie demeure solide. L'épargne est abondante et la monnaie stable. Deux modèles de capitalisme coexistent alors. Le premier, familial et paternaliste, incarne l'héritage du 19e siècle. Les Schneider au Creusot, les Wendel en Lorraine, les Michelin à Clermont-Ferrand ou les Peugeot en Franche-Comté dirigent leur entreprise comme des dynasties, logent leurs ouvriers, encadrent leurs familles et imposent un modèle d'ordre social. Le second, plus récent, est un capitalisme d'ingénieurs et d'actionnaires, comme la Compagnie Générale d'Électricité ou Péchinet, plutôt tournée vers la science et les techniques. Cette bourgeoisie d'affaires, alliée à l'aristocratie et à la petite bourgeoisie de province, structure le pouvoir économique comme le pouvoir local. Autour d'elle se forme un ensemble d'employés, de fonctionnaires et de petits entrepreneurs qui aspirent à ses codes, à son confort et à ses valeurs. C'est la naissance de la classe moyenne. Entre 1900 et 1914, l'essor des services, du commerce et des administrations fait apparaître cette catégorie nouvelle. Cette classe moyenne s'enracine dans l'école républicaine, qui à partir des lois de Jules Ferry en 1881, a diffusé la lecture et l'instruction et ouvert la voie à des emplois qualifiés. Même si cette classe intermédiaire n'est pas nécessairement riche, elle dispose d'un capital symbolique suffisant pour se mêler au grand monde. À Paris, cette mutation sociale qui se couple à des innovations techniques se lit dans la rue. Les boulevards et les cabarets éclairés à l'électricité prolongent la journée jusque tard dans la nuit. J'aurais trop aimé me balader dans la rue à cette époque-là, frère. Tu vois, c'était pas trop illuminé. Tu baladais avec ta petite torche comme ça, tu voyais ce qui se passait. Tu voyais les femmes avec leurs longues fourrures, les hommes avec leurs longues vestes et leurs... Il y avait trop de flow, frère. Les vitrines s'illuminent, les grands magasins, comme le Bon Marché ou la Samaritan, deviennent des temples du désir, vitrines d'une consommation qui s'ouvre désormais au plus grand nombre. Dans ces lieux, les distinctions sociales se brouillent. La bourgeoisie parisienne côtoie volontiers la bohème intellectuelle. Artistes, journalistes, courtisanes, étudiants, employés endimanchés se côtoient et s'encanaillent au Chat Noir, au Moulin Rouge, aux Folies Bergères. La musique accompagne cette effervescence. Dans les salons et les théâtres, on écoute Debussy, Ravel, Saint-Saëns ou Fauré, musiciens d'une modernité feutrée. Dans les cafés-concerts et les guinguettes, la chanson populaire s'impose, avec Aristide Bruand ou Yvette Guilbert, mêlant ironie sociale et nostalgie. Renoir, Caillebotte ou Toulouse-Lautrec fixent sur la toile ce monde d'insouciance qui devient son propre spectacle. La ville lumière, comme fut surnommée Paris lors de l'exposition universelle, devient la vitrine d'une France urbaine qui se rêve moderne, même si le pays reste majoritairement rural. Loin de Paris, mais toujours dans sa sphère d'influence, c'est la bourgeoisie provinciale qui forme l'ossature du pays, en cumulant les fonctions économiques et politiques. Maires, médecins, notaires, banquiers et industriels constituent une classe de notables qui influe directement à l'échelle locale. Souvent réunis dans des loges franc-maçonnes, appartenant à des clubs privés. Bourgeoisie, franc-maçon. Est-ce que j'en ai quelque chose d'autre à dire? Est-ce que je dois dire quelque chose d'autre? Le lien est fait directement. Ces notables siègent dans les conseils municipaux et pèsent sur le vote des campagnes. En échange d'un emploi, d'un crédit, d'un logement ou d'un simple conseil, paysans et artisans votent souvent selon leurs consignes. Cette bourgeoisie provinciale façonne une république d'ordre et de stabilité. En plus, ils trafiquaient les votes. Non, mais vraiment, la franc-maçon.
Vous allez me faire... Même pas besoin de faire théorie. Vous allez me faire croire que 100 ans après ça a changé, ma bite, allez. qui se méfie des bouleversements. Elle anime la vie locale en multipliant les occasions de se retrouver et de se montrer. Cette recherche du sentiment d'unité s'enracine dans un projet plus ancien. Dès le début de la Troisième République, l'État a cherché à ressouder la nation autour de ses symboles. En 1879, la Marseillaise est devenue hymne national. L'année suivante, le 14 juillet, fête nationale. L'école, la presse et les cérémonies républicaines rappellent à chacun les Vas-y. idéaux de 1789. La bourgeoisie provinciale se fait relais de cette J'aime volonté. trop, frère. Elle organise et prononce des discours lors des banquets républicains, des commémorations patriotiques ou des fêtes agricoles. Nos enfants de ma Par les postes politiques nationaux qu'ils occupent, les notables de province servent de lien entre les campagnes et les élites parisiennes. C'est d'ailleurs durant la Belle Époque que l'opposition très française entre Paris et la province, déjà existante, se popularise vraiment, avec sa connotation quelque peu méprisante que porte la capitale sur la France. Car le pays reste avant tout composé de petits exploitants. 22 millions de Français sont encore au champ, sur 40 millions d'habitants. Avec la déflation de 1873, le monde agricole est entré en crise et a dû s'adapter. En concurrence avec les importations étrangères, certains secteurs voient leurs revenus diminuer de moitié, entraînant la baisse du prix de l'hectare. Mais les paysans gardent leurs terres, malgré les baisses de revenus. L'agriculture française n'est pas un tout homogène. Dans la plupart des campagnes, on vit encore d'une polyculture de subsistance. Mais dans certaines régions, comme la Beauce ou la Picardie, de grandes exploitations mécanisées se développent grâce aux moissonneuses et semences sélectionnées. Mais les profits vont surtout aux industries de l'outillage, de la chimie et de la transformation. Par exemple pour le sucre, avec Béguin, qui achète les betteraves pour les transformer et les revendre en sucre. Pour les céréales, des minoteries, établissements utilisant l'électricité pour transformer le blé plus finement en farine, remplacent les moulins de campagne. Ces évolutions économiques bénéficient surtout aux intermédiaires, bien plus qu'aux cultivateurs eux-mêmes. Les grands marchés et les foires, datant souvent du Moyen-Âge, disparaissent. Face à la crise, un exode rural se produit sur le dernier quart du XIXe siècle. Ce sont souvent 1 ou 2 enfants de la famille qui partent pour la ville. Malgré ces difficultés, le monde rural connaît une amélioration générale de son niveau de vie, qui reconfigure les usages et les pratiques quotidiennes. Avec le rail, la poste et la presse, les villages sont reliés au reste du pays. L'urbanité s'immisce dans les campagnes. Le café, souvent premier établissement disposant de l'électricité, devient le lieu de sociabilité par excellence, rendu plus accessible par le développement des lignes locales, la construction de routes et Incroyable. l'usage du vélo qui se généralise. On y joue aux cartes en parlant politique et affaires locales. En fait, le café, ça a été le premier endroit où les théories du complot ont commencé à se créer. Un petit samedi après-midi, ça se posait avec ses potes au café, ça buvait un petit café, ça paraît théorie du complot. C'est là où les sectes ont commencé à se créer, c'est au café, ma gueule. Tu réunis des gens ensemble, ils parlent, ils disent de la merde, ça crée n'importe quelle théorie du complot, ma gueule. Avec les lois sur l'instruction, le français supplante les langues régionales. Les folklores locaux, le savoir du peuple, commencent à être consignés et des associations se forment pour les préserver, comme s'il fallait déjà sauver un monde qui disparaît. Les paysans succombent à une nouvelle modernité. Vestimentairement, la mode des villes, costumes, chapeaux, robes, uniformise les styles, même si sabots et blouses restent de vigueur pour les travaux. On mange mieux. Au pain noir succède le pain blanc de la boulangerie. Le café et le cacao deviennent accessibles au petit déjeuner. La consommation de viande et de vin augmente. Les habitats s'améliorent. On sépare les pièces, on agrandit les fenêtres et on y pose des meubles de fabrication industrielle. Malgré toutes ces améliorations, la précarité demeure pour un grand nombre de paysans, notamment dans les endroits les plus reculés. En 1906, la France compte environ 6 millions de personnes travaillant dans l'industrie, un tiers de la population active. Le monde ouvrier n'est pas uniforme. Plus de la moitié travaille dans de petites structures de forme artisanale. Pour le reste, de grandes industries concentrent une grande partie de cette classe laborieuse, dans la métallurgie ou les mines, particulièrement dans le quart nord-est du pays et en région parisienne. La concentration industrielle s'accompagne d'une organisation spatiale spécifique. Logements ouvriers, souvent insalubres, regroupés près de l'usine, avec magasins, écoles et églises. Héritée du paternalisme, cette organisation encadre la vie sociale et renforce la dépendance envers le patron. Les conditions sont dures. Accidents récurrents, cadences infernales,
pression du contremaître et bas salaire. Légalement reconnus depuis 1884, les syndicats se fédèrent, et la lecture des journaux ou tracts politiques renforce la conscience de classe et des mouvements de contestation. Fondée en 1895, la CGT mène grève et manifestations pour les journées de 8 heures. Souvent réprimée, ces luttes arrachent quelques avancées. En 1898, la responsabilité de l'employeur de les accidents est reconnue. En 1900, la durée du travail est réduite pour les femmes et les enfants. Après la terrible catastrophe de Courrières en 1906, qui a fait 1099 morts dans une mine du Nord, Waouh! le repos hebdomadaire devient obligatoire. Un ministère du Travail est créé. En 1910, les retraites ouvrières et paysannes sont instaurées. L'idée d'un impôt sur le revenu progresse, portée par les républicains radicaux, mais sa mise en œuvre est sans cesse retardée, car combattue par le patronat. Des mesures encore limitées, mais qui marquent les premiers pas d'une protection du travail. Profitant moins de la dynamique générale, les ouvriers voient tout de même leurs conditions s'améliorer, et ne peuvent échapper aux nouvelles pratiques qui s'imposent. Le dimanche, les ouvriers endossent le costume à la mode bourgeoise, participent aux fêtes de village, se rendent au bistrot ou lisent la presse bon marché. La loi de 1901 sur la liberté d'association favorise la création d'innombrables cercles, coopératives, chorales et clubs sportifs qui tissent de nouveaux liens sociaux. Les loisirs deviennent des espaces d'intégration, dont l'exemple le plus parlant est la pratique sportive. Aux sports issus des traditions militaires réservées aux élites, équitation, tir, boxe ou escrime, s'ajoutent de nouveaux jeux, souvent venus d'outre-Manche et encouragés par des associations locales et des patronages. À partir de 1900, Et avant, frère, même dans le sport, ils avaient des habits qui ont trop de flow, ma gueule. le rugby, le football et le cyclisme s'imposent comme des passions populaires. Les clubs d'usines ou de quartier se multiplient. Roubaix, Saint-Étienne ou Sochaux ont leurs équipes, soutenues par le patronat. Le sport devient à la fois un moyen d'émancipation, un cadre de sociabilité et un symbole d'unité nationale. Le premier Tour de France se déroule en 1903. L'équipe de France de football joue son premier match officiel en 1904 contre la Belgique. Score final, 3-3. Ouais, je suis en tête, ma gueule. La belle époque consacre le loisir. Les guinguettes, les bals et les cafés-concerts deviennent des lieux de détente où se mêlent employés, artisans et ouvriers. Le dimanche, on gagne les bords de Marne en tramway ou à bicyclette, symbole d'une liberté nouvelle et du tourisme naissant. La presse illustre cet appétit de modernité. Ça parle de loisirs, mais Zama, à l'époque, il n'y avait pas des maisons closes pour les mecs. Vous allez me faire croire ça, Zama. Les grands quotidiens, le petit journal, le matin, le journal, tirent à plus d'1 million d'exemplaires et couvrent tout, de la politique au sport, accompagnant l'émergence d'une consommation de masse. Le monde se couvre d'images, d'affiches et de slogans. Les murs des villes de réclament. Banania, Cadum ou Michelin. Bibendum, né en 1898, incarne l'automobile naissante. Ok, mais la prostitution à l'époque, c'était comment? La voiture devient le symbole du progrès et permet aux élites de se distinguer des classes populaires. En 1900, la France est le premier constructeur mondial. Les courses automobiles deviennent très populaires, mais sont souvent endeuillées par la mort des pilotes, comme lors de ce Paris-Madrid en 1903, qui fait 8 morts et marque les esprits. Le guide Michelin, lancé en 1900, encourage ces déplacements. D'abord distribué gratuitement aux automobilistes, il recense les garagistes, les cartes routières, puis bientôt les hôtels et les restaurants. Le secteur du tourisme commence à s'organiser. Les premiers offices apparaissent, tandis que la gastronomie, sous l'impulsion d'Auguste Escoffier, connaît une véritable révolution. Le gastronome s'associe à Ritz pour créer un nouveau type d'établissement réservé à l'élite, les palaces. Ouais, j'ai vu. C'est dingue, cette vidéo-là, j'ai vu, c'est dingue. L'aviation prolonge cet engouement pour la vitesse et la réduction des distances par la conquête technique. Je l'avais vu en live. La traversée de la Manche par Blériot en 1909, sous les yeux d'une foule en liesse, sur un live. impressionne le monde. Les meetings aériens attirent des milliers de spectateurs fascinés. Parallèlement, la science devient une véritable religion du progrès. Les découvertes de Pasteur sur les microbes, celles de Pierre et Marie Curie sur la radioactivité ou de Branly sur la télégraphie sans fil, nourrissent la fierté nationale. Eh, Marie Curie, c'est tellement la goat qu'elle pensait être, frère. Vas-y. La deuxième, la deuxième, elle tue. La deuxième, elle tue sa grand-mère. Le grand nouveau divertissement est bien évidemment le cinéma, dont la première projection a lieu en décembre 1895. Rapidement,
Des projections itinérantes s'installent dans les foires et les cafés. L'industrie s'organise. Charles Pathé fonde sa société en 1896 et devient le premier producteur mondial, tandis que Léon Gaumont développe des caméras et ouvre ses propres studios et salles à Paris. Méliès invente les trucages. Des opérateurs sont envoyés aux quatre coins du monde. En 1914, la France compte plus d'1 millier de salles et des millions de spectateurs chaque semaine. L'art nouveau envahit les façades, les meubles et les affiches. Les courbes de Guimard, les vitraux de Gallet, ou les femmes fleurs de Murat traduisent un monde qui célèbre la beauté du mouvement. Les femmes, elles, changent de place dans la société, même si les inégalités restent criantes. L'enseignement primaire généralisé a permis une alphabétisation croissante, condition d'émancipation. Les femmes accèdent à de nouveaux emplois, institutrices, dactylographes, employées de bureau ou vendeuses dans les grands magasins. Ces postes leur donnent un pied dans l'espace public, jusque-là réservé aux hommes. La bicyclette devient un instrument d'émancipation. Elle permet de circuler seule, d'adopter des vêtements plus pratiques, parfois même le pantalon. Le corset, symbole d'une contrainte sociale, disparaît progressivement sous l'influence de couturiers comme Paul Poiret, qui créent des robes à taille haute, débarrassées de cet accessoire. Sur le plan politique et social, des mouvements féministes s'affirment. Le Conseil national des femmes françaises est fondé en 1901, et la presse féminine commence à s'organiser, comme avec le magazine Femina, créé la même année. Marguerite Durand fonde La Fronde, un journal écrit et dirigé exclusivement par des femmes. Des manifestations de suffragettes réclamant le droit de vote sont organisées. Les lois restent tardives. C'est en Jusqu'en 48. 1907, une femme mariée ne peut toucher son salaire sans l'accord de son C'est en 48 la loi pour le droit de vote pour les femmes, non? mari. Si je me trompe pas. De nombreuses femmes deviennent des figures de la modernité. Des sportives, comme la tenniswoman Adine Masson ou la cycliste Hélène Dutrieux, qui deviendra l'une des premières femmes pilotes d'avion. Ou des artistes, Ouais. dont la plus célèbre star de l'époque, Sarah Bernhardt. Dans tous les milieux, la domination masculine persiste. Et pour beaucoup de femmes, le travail domestique rythme le quotidien. Dans les grandes villes, la prostitution réglementée se banalise. Et Paris Voilà. devient la capitale du C'est de ça qu'on voulait, nous. On voulait savoir c'était comment à l'époque, frère. plaisir tarifé, où le luxe côtoie la misère. Durant la Belle Époque, un lien relie toutes ces catégories de population et va façonner un imaginaire commun. La presse, qui connaît un véritable âge d'or. Les évolutions techniques, comme la rotative ou le linotype, qui permet de composer plus rapidement les pages, baissent les coûts de production. L'alphabétisation élargit le Vas-y. lectorat. L'essor des quotidiens régionaux est spectaculaire. Leur nombre est multiplié par 8 entre 1875 et En fait, là, 1914. j'ai même pas besoin d'animer, juste on s'abreuve de data, ma gueule. La presse spécialisée, sur l'automobile, la mode, l'art ou la littérature, se diffuse plus largement. La presse enfantine, sous forme de périodiques, s'érige en nouveau marché. Les Cassines ou les Pieds nickelés datent des années 1910. Les éditions Hachette diffusent massivement des livres dans les gares, devenant le premier distributeur français, tandis que le prix Goncourt, créé en 1903, consacre la littérature moderne. Les quotidiens nationaux à large tirage font des faits divers leur chou gras. La presse se délecte des violences commises par les Apaches, ces jeunes voyous des faubourgs parisiens, au style affirmé, qui vivent en marge de la société. Rixes et meurtres pour des histoires de cœur liées à la prostitution, comme l'histoire vraie de Casque d'Or, donnent de la matière à la presse sensationnaliste, qui joue sur le sentiment d'insécurité pour réclamer de l'ordre et envoyer ses voyous à la guillotine ou au bagne. Les Apaches disparaîtront avec la Première Guerre mondiale. La capture de la bande à Bono, premier criminel à avoir utilisé l'automobile pour commettre leurs méfaits, passionne les foules. Mais la presse n'est pas uniforme. À côté de ces journaux populaires s'affirme une presse satirique, avec par exemple L'Assiette au beurre, connu pour ses nombreuses caricatures et son ton acerbe. D'autres titres, plus militants, sont portés par la classe ouvrière. L'Humanité, fondée par Jaurès, ou Le Libertaire, diffuse des idées socialistes ou anarchistes. Politique et journalistes ne s'affrontent pas que lors de duels à l'épée, pratique alors très en vogue, mais par l'arme de la plume. Tous les partis disposent de leurs journaux, parfois à faible tirage, mais à forte résonance dans le milieu politique. De la gauche radicale de Clémenceau aux nationalistes de l'Action française, des socialistes aux monarchistes, les journaux sont comme jamais au cœur de la bataille de l'opinion. Les terrains de discorde entre Français se cristallisent autour de deux événements. L'affaire Dreyfus, qui éclate réellement en 1898, et la séparation Comme dirait Émile Zola, j'accuse, ma gueule. de l'Église et de l'État en 1905. Deux France s'affrontent à chaque fois.
L'affaire Dreyfus oppose les défenseurs de la justice et de la République aux anti-dreyfusards, nationalistes et antisémites, qui soutiennent l'armée. La loi de 1905, en rompant les liens entre l'État et la religion, soulève la colère du clergé, mais consacre la victoire du camp laïque et de la République. Tous les bords politiques s'accordent sur un problème. La France vieillit, la natalité s'effondre. La faiblesse démographique inquiète les élites, d'autant que la main-d'œuvre étrangère devient indispensable dans les mines et la sidérurgie du Nord. Le discours nataliste envahit les journaux. C'est dans ce contexte qu'apparaît l'hygiénisme. Inspiré des travaux de Pasteur, il prône la prévention et la propreté. Égouts, bains-douches, eau courante, dispensaires et campagne contre l'alcoolisme. Il faut se laver les mains, vaincre les microbes. L'école républicaine diffuse ses règles dans les manuels et les affiches murales. La faim et la tuberculose qui frappent certains quartiers parisiens Donc c'est obligent à vrai la que mise en c'était place sale à de caisses de l'époque, hein. secours Très mutuelles. très sale, frère. La République Sale veut des de ouf. citoyens forts, sains et nombreux. Un peuple discipliné, apte à défendre la patrie. Car derrière les réelles améliorations des conditions de vie de la population, une discrète musique guerrière se fait entendre. C'est ce même nationalisme nourrissant le natalisme et l'hygiénisme qui irrigue la politique extérieure de la France. L'Hexagone cherche à retrouver prestige et influence. L'Empire français s'étend en Afrique de l'Ouest, à Madagascar, en Indochine ou au Maghreb. Cette expansion alimente un profond sentiment de confiance nationale. La France se veut puissance moderne et rayonnante. Sa mission se veut civilisatrice, justifiant la domination par la diffusion de la langue, de la science et de l'école. Dans les expositions universelles, les villages indigènes mettent en scène cette supériorité supposée. Ils étaient bien avant vous. Surtout, bande de- l'esprit de revanche, né de l'humiliante défaite de 1870 face à la Prusse, reste vif. Il se transmet à l'école, dans les manuels d'histoire, les cartes murales et les discours patriotiques. On y exalte l'amour de la patrie et la volonté de récupérer l'Alsace-Moselle. La loi de 1913 rétablit le service militaire de 3 ans, afin que la nation soit prête au combat. En 1914, lorsque l'attentat de Sarajevo enflamme les alliances, la France marche en toute confiance vers la guerre. Signe des temps, l'assassinat de Jean Jaurès le 31 juillet 1914, la veille de la mobilisation générale, consacre la victoire de la symbiose patriotique menée par la Troisième République depuis 20 ans, au détriment d'une force internationale ouvrière pacifiste. Les angoisses que certains pouvaient ressentir devant toutes ces avancées technologiques vont devenir réalité pendant 4 ans. Aujourd'hui encore, la belle époque continue d'alimenter l'imaginaire d'une France perdue, faite de guinguettes, de soirées mondaines ou de fêtes de village. Cette imagerie ne reflète qu'en partie la réalité sociale de 1900-1914. Elle répond surtout à un besoin contemporain de stabilité dans un monde perçu comme incertain et angoissant. Cette idéalisation de la belle époque fonctionne comme un refuge commode face aux inquiétudes du présent. Elle simplifie une période contrastée et en fait un âge d'or accessible et rassurant, qui gomme la dureté de la vie qui régnait encore, par une lecture sélective et souvent idéologique du passé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore un grand merci à Holskern. J'ai kiffé. Ça, je like. Si Mako elle veut bien coopérer, s'il vous plaît. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, quand on parle de clash, on pense plus au rap qu'à l'opéra, je le conçois. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui peut être considéré comme le premier clash, peut-être, de l'histoire de la musique. Un clash qui aurait eu lieu, il y a presque 250 ans, entre deux monstres sacrés de l'époque. Je sais pas Antonio Salieri et un certain Wolfgang Amadeus Mozart. Jure Voici l'histoire Jure, Mozart était dans les clashs. Jure. Change de titre, s'il te plaît, avec mon frère. d'une confrontation, mais surtout de comment construire un mythe qui traverse les siècles. Hop, avant de commencer cette vidéo, celle-ci est sponsorisée par Fruits. Allez, Le principe allez, de allez. Fruits, Ça c'est de ira. faire des concurrents. Voilà. Ah là, c'est maintenant le générique. C'est maintenant qu'il faut le... C'est Mozart Captain Jackson. Un peu de contexte. Bienvenue à Vienne à la fin du XVIIIe siècle. À cette époque, c'est là que ça se passe quand on est musicien. The place to be, c'est Vienne. C'est un peu la capitale européenne de la musique. Il y a des concerts partout, dans les salles, chez les particuliers, en plein air. Tout musicien qui veut percer dans le game de l'opéra, il traîne par là. Et à l'époque, le roi de l'opéra game, c'est lui, Antonio Salieri. Il est né en 1750 dans une petite ville au nord de l'Italie. On ne sait pas grand chose de son enfance à part que son père, c'était un riche marchand. Je viens d'avoir une notif Twitter. Marquis qui like mon tweet et qui RT mon tweet. Incroyable.
et qu'il est devenu orphelin assez jeune. C'est un ami de la famille qui va l'emmener dans son palais à Venise. Une fois à Venise, Salieri prend des cours de chant et de piano. Et puis il rencontre du beau monde. Surtout un compositeur, Florian Léopold Gassmann. Et le Flo, il aime bien sa voix, et donc il l'emmène à Vienne pour parfaire toute son éducation musicale. À ce moment-là, il a 16 piges. Et donc voilà, il apprend plein d'instruments, etc., la composition, et on le présente à l'empereur d'Autriche, qui était Joseph II. Bon, un poil pistonné, mais le mec était bon. Donc voilà, il sans rencontre filtre. l'empereur et tout. Ah bien wesh frérot, la musique, force à Watt, ça tue, machin, nan, ok, pas mal ce que tu fais. Et Joseph II, l'empereur, c'est quand même l'empereur d'Autriche, le gars, il va tellement l'apprécier qu'il va le faire venir tous les jours. Et être le chouchou de l'empereur, ça permet à Salieri de franchir un gap. On le recommande partout, il écrit des opéras qui sont de gros succès, il est nommé compositeur de la cour, directeur de l'opéra Merde, italien en le titre s'est pas changé. 1774 alors qu'il a que 24 ans. Du coup voilà, il y a eu un match avec l'empereur, etc. L'empereur, il l'a mis bien. Et donc voilà, il va vivre la fame de l'époque où ses compos vont tourner à Rome, à Venise, à Milan, tout ça, bam bam, c'est la fame. Salieri se fait un nom à travers l'Europe et devient le boss de l'opéra italien. Parce que oui, à l'époque, pour percer, il faut faire de l'opéra, mais en italien. Voilà. Posez pas de questions, la hype était là-bas. Ça a son importance pour la suite de l'histoire, mais bon, voilà, c'était l'italien. Tout ça nous mène à l'année 1781. Et cette année-là, il y a un jeune compositeur qui débarque à Vienne. Son nom, Wolfgang Amadeus Mozart. Et lui, il est pas venu pour... Déjà, juste, Mozart, il avait un nom de gangster à ma gueule, Wolfgang. Même Amadeus, ça a trop de flow. C'était sûr qu'il a tout niqué, ma gueule. C'est le premier nom stylé de la musique. C'est le premier nom stylé du game, frère. Wolfgang. Voilà, son nom est trop stylé, frère. Wolfgang. jouer les seconds rôles. 1, 1, 1. Bon, vous connaissez son nom, mais je vais quand même vous rafraîchir la mémoire. Mozart, il est né en 1756, donc 6 ans après Salieri. Son père, il est compositeur, il est prof de musique. Donc oui, Mozart, c'est un peu un fils de... mais bon, il n'est pas que ça. En fait, dès l'âge de 3 ans, le petit Mozart va montrer des aptitudes dingues. Genre, il a l'oreille absolue et une mémoire photographique qui lui permet d'apprendre à lire la musique avant de savoir lire, écrire ou encore compter. À 6 ans, il maîtrise déjà le clavecin, l'orgue et le violon. Et surtout, il est capable de composer des trucs de ce genre. Du coup voilà, Mozart il roule sur la musique, et c'est pas pour en déplaire au papa. Le papa il est fier, il est en mode ça c'est mon fiston, vous avez vu, il vous fout la patate là, tiens. Du coup son daron il est tellement fier qu'il va balader son fils dans toute l'Europe. Et c'est comme ça que le petit Mozart va devenir peu à peu une attraction de salon. Du genre on le fait jouer sur un piano recouvert d'un drap, on lui bande les yeux, on lui fait reproduire une musique après une seule écoute. Alors oui, ça fait un peu bête de foire, mais en quelques années, Mozart se fait un nom comme ça. C'est le Dieu de Il ne s'arrête l'époque, pas là. Par exemple, il écrit son premier opéra à 11 ans. Moi, à 11 ans, je montais mon Xelor. Et encore, c'était pas simple, parce que vu que j'étais en zone non abonnée, du coup, c'était au crack-boule. C'était un poil relou. Je peux vous dire que c'était long. Le niveau 60, je l'ai eu... Il y a un épisode qui montre bien à quel genre de bonhomme on a affaire. À 14 ans, il est invité à Rome avec son père pour assister à un concert très spécial dans la chapelle Sixtine au Vatican. Une occasion unique de pouvoir entendre le mystérieux Miserere d'Allegri. Alors pourquoi ce serait une occasion unique? Parce que cette partition est secrète et que le seul lieu où on peut l'entendre c'est dans la chapelle Sixtine et c'est interdit de le rejouer ailleurs. C'est le seul endroit où tu pourras l'entendre. Pour vous dire, toute tentative de retranscription de cette partition était punie d'excommunication par l'église. C'était la partition secrète quoi. Alors, d'après la légende, Mozart il y est allé, etc. Puis il a trouvé le chant lourd, comme ça, il était là en mode putain c'est bien. Et il a tout réécrit de mémoire, le soir même. Bon, voilà, c'est ce que la légende raconte. Enfin, en tout cas, les sources qu'il y a, c'est via des lettres, etc., qui s'échangeaient. On sait pas vraiment, mais ça rajoute du mystère et on apprécie le bonhomme. Les mecs, ils gardaient ça secret depuis 130 ans, et ce gros pirate a craqué le code en 2-2. Bon, après, quelle est la part de légende et quelle est la part de vérité dans tout ça, on sait pas vraiment, et tant mieux, ça rajoute aussi du mystère. Toujours est-il que le nouvel archevêque de Salzbourg, qui est son patron, en gros, sonne la fin de la récré. Hop, là, toi, ton père il t'emmène partout, etc., je sais pas quoi, tu fais quoi là avec tes trucs? Tu bosses pour moi, je suis l'archevêque de Salzbourg, donc t'arrêtes tes conneries là de je sais pas quoi, tu viens jouer pour moi. Je te paye moi, je te rappelle. Ah oui, parce qu'à la base, oui, je vous l'ai pas dit, mais Mozart, il est salarié, comme tout le monde. Mozart et son père sont censés jouer pour ce mec. C'est comme ça que ça marchait à l'époque. Du coup, de 1773 à 1781, ils vont retourner à Salzbourg. Parce que voilà, pas le choix, quoi. On va aller